Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le nombre de fois où on a dit c'est très simple. C'est très simple. Je l'ai dit depuis le C'est début. toujours très simple, c'est très très simple. Je crois qu'on sera presque tous d'accord. On parlait justement du temps depuis lequel on parle de l'ère post-cookie, de l'ère cookie-less, après plusieurs années d'attentisme pour certains ou de travail intensif pour de nombreux autres. L'ouverture de cette ère est enfin officiellement lancée. Ceux qui étaient au Future of Cookie-less, événement de Minted le mois dernier, en ont pris la pleine mesure. La question maintenant, c'est de savoir si le sujet qui nous occupe depuis ce matin, la mesure, va être à nouveau le sujet de tous les chantiers de demain. Donc l'UDECAM a voulu un peu faire le point justement sur les chantiers et les points de vue à la fois des grands médias, des plateformes et puis des agences de l'UDECAM sur ce sujet et a invité Nicolas James, justement, rédacteur en chef de Minted, a animé ce prochain débat autour des points de vue et des chantiers lancés chez Publicis Media, 366, TF1 Publicité, Google et CSA Data Consulting. J'appelle sur scène Aurore Buisson, Thibaut Chevalier, Laurent Bliot, Thierry Fontaine-Kessard, François Rommel et Maxime Vogeli au micro de Nicolas James, comme je vous le disais. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va évoquer les conséquences de la disparition des cookies tiers sur la mesure et comment, du coup, les agences et les annonceurs vont s'adapter à ce nouveau paradigme. On va voir si c'est des nouvelles recettes ou effectivement des vieilles recettes auxquelles on va faire appel. Peut-être juste pour comprendre bien de quoi on parle, on va commencer par un petit rafraîchissement. Aurore, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on perd concrètement côté mesure avec la disparition des cookies tiers ? Alors, côté mesure, avec la disparition des cookies tiers, ce qui va être notamment impacté au niveau de l'activation, c'est la notion de capping. Comment on va mesurer du coup le reach et la fréquence d'exposition des répondants. Et bien sûr, il va y avoir toute la mesure de l'attribution-contribution qui repose essentiellement, encore à date, sur la réconciliation de parcours cross-environnement et qui du coup sera impactée. Donc un gros Donc chantier. concrètement, c'est compliqué de savoir si on a touché plusieurs fois la même personne et dans quelle mesure. Exactement. Dès lors qu'on sort d'un environnement, en tout cas, ou d'un device, la réconciliation de tous ces parcours devient complexe. Et c'est compliqué de lier une exposition publicitaire à une conversion parce que c'est vrai qu'on a le clic, mais il y a peu de pubs qui cliquent. Donc sur tout ce qu'on appelle du post-view. Exactement. On va Donc devenir c'est sur toutes ces dimensions de post-view qu'on sera notamment impacté. Et donc c'est un sujet de mesure, mais pas que, parce qu'en fait, toutes ces données de mesure, elles viennent nourrir des outils d'activation en programmatique. Et donc oui, on mesure moins bien, mais aussi on va moins bien activer, vu que ces outils qu'on appelle des DSP, ou même ces plateformes d'achat comme Facebook, Google, qui ont des outils d'optimisation, sont nourris par ces données de mesure. Tout à fait. Donc toutes les façons de travailler le ciblage, notamment qui reposent sur du ciblage avec des audiences third-party cookies, vont être impactées. Ce qui pose la question du coup de travailler davantage avec de la first-party annonceur ou en contextuel également. Une question pour vous, Thibaut. Donc, chez 366, vous êtes un des grands acteurs de ce qu'on appelle l'open web en France. C'est vrai que quand on parle de la disparition des cookies tiers, on est plutôt inquiet pour les acteurs de l'open web parce qu'on voit que les grandes plateformes ont réussi à trouver des petits hacks ou s'échinent à faire que la conversion se fasse chez elles. Il y a une grosse annonce entre Amazon et Meta récemment qui est hyper intéressante à ce sujet. Comment, vous, acteurs de l'open web, vous voyez se profiler cette disparition des cookies tiers? Est-ce que vous êtes inquiet? Parce que c'est vrai que sur le digital, ce qui n'est pas mesuré n'existe pas, et donc la peur, c'est en étant plus mesuré, de plus pouvoir entrer et prétendre au budget des annonceurs. Oui, on est inquiet, mais on est aussi plein d'espoir. On est inquiet pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a déjà eu un premier effet, ce qui a été précisé juste avant par Aurore, mais le triptyque, plus de ciblage, plus de capping, plus de mesure, il a déjà un impact très négatif sur la valeur de nos emplacements Safari, Firefox. Donc on a une chute brutale de nos investissements. On parle de combien On parle de l'ordre de 50% quand même en perte de valeur. Donc c'est colossal, donc l'impact il est brutal. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, et c'est surtout en open auction notamment par rapport à ce que tu disais, une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment chaque
je dirais chaque transformation, c'est une opportunité. Et l'opportunité qu'on a eue, la table ronde juste avant était sur les marques de contenu, c'est de redonner de la valeur à l'importance du contenu. Nous, on a la chance chez 366, on représente un média qui est la PQR, et finalement, ce qu'on remet en avant, c'est la valeur du contenu journalistique écrit. C'est des articles, c'est des longs articles, hein, c'est pas des articles de 3 lignes avec une vidéo mal placée, c'est vraiment de la qualité journalistique, et c'est ça qu'on remet en avant. Et ça, on est capable de le vendre en deal ID, avec de la data contextuelle, et c'est ça qui donne de la valeur. Donc toute l'analyse sémantique, c'est fondamental pour nous aujourd'hui. Et ce contenu, il a quel impact sur la performance? Parce que c'est ça finalement le driver des annonceurs. Aujourd'hui, en capacité de ciblage, on voit bien que c'est un impact plutôt sur les systèmes haut de funnel quand même. Donc déjà sur des KPIs de visibilité classiques, une publicité qui est mieux ciblée dans un bon contexte, forcément l'impact il est bon sur ces KPI-là. Et en souvenir mémoriel, en attribution pour la marque, c'est également important. Ce qui est plus compliqué, c'est d'aller effectivement sur la partie bas de funnel, où là c'est moins facile. Thibaut, vous avez évoqué donc, les environnements Safari, Firefox, où il y a déjà plus de cookies tiers. Pour Chrome, c'est plutôt prévu à l'horizon de fin 2024. Donc, une question pour vous, Maxime, côté Google. C'est vrai que Google Analytics, c'est quand même la solution qui équipe énormément d'annonceurs et de médias. Comment, justement, est-ce que vos outils se sont adaptés à cette disparition progressive des cookies tiers? Parce que, voilà, on les a plus sur ces environnements, mais aussi parce que, comme l'a rappelé la personne de chez Amazon, il y a de plus en plus de personnes aussi qui disent non aux cookies. Il y a eu un peu un durcissement des règles et du coup il y a une petite baisse du consentement au tracking. Comment est-ce que vos outils s'adaptent à ce nouvel état de choses? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, c'est un sujet qui existe déjà, je pense que c'est une excellente remarque. Je pense qu'on estime à peu près à 70% du trafic actuellement qui est déjà sans cookie tiers, soit parce qu'il y a à peu près la moitié du trafic Dixit, une CMP du marché importante, qui n'a pas de consentement et donc pas de cookie tiers, et puis encore 20 points à peu près qui sont sur des plateformes sans cookie tiers, ce que tu mentionnais. Donc c'est une réalité, et donc ça fait un moment que les équipes produits chez nous travaillent, et puis dans beaucoup d'autres entreprises, elles travaillent sur 2 cas d'usage, je pense, qui sont hyper importants, qui sont l'activation, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui est quand même très lié à la mesure, et 2, la mesure. Et enfin, une fois qu'on a parlé de mesure, généralement on a 2 étages qui sont je pense important. Il y a tout ce qui est la mesure au sens de l'attribution que vous mentionniez, donc extrêmement déterministe, en temps réel, qui sert à l'optimisation des campagnes et qu'on complète de plus en plus. Mais ce qu'on a toujours fait, c'est simplement le poids qui augmente par des méthodologies complémentaires comme les tests d'incrémentalité, qui peuvent être géo-based et donc qui échappent en fait à cette dépendance aux cookies tiers. Donc on compare ou une au région MMM. A à une région B. On compare une région A à une région B et on voit l'impact de la publicité sur la base en fait de l'implantation géographique, et aussi les MMM qui sont en fait un exercice de corrélation entre les ventes et les campagnes publicitaires qui ne sont pas dépendants des cookies tiers. Et dont on va parler tout à l'heure. Et juste sur le volet plus attribution, il y a aussi une dimension probabiliste qui devient un peu plus forte sur tout ce trafic pour lequel on n'a pas de données déterministes. Alors absolument, je tiens quand même à souligner quelque chose d'important. Il y a quand même une partie déterministe qui va rester vraie et qui va rester centrale, qui est notamment liée à toute la first party data, soit des annonceurs, soit des éditeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui permet de protéger en grande partie la fiabilité de la mesure. Et ça reste vrai demain dans les modèles d'attribution, c'est vraiment très important. Et effectivement, on complète, dès lors qu'on ne peut plus observer cette donnée de manière déterministe, on complète ça par de la modélisation. Et dans ces cas-là, il s'agit de faire la modélisation de la manière la plus sophistiquée possible, conservatrice, etc., etc. François, vous qui êtes annonceur, du coup responsable de tout ce qui est l'analyse du trafic entrant chez Total, 70% disait Maxime déjà du trafic qui est plus vraiment traquable. Comment est-ce que vous êtes adapté, vous, d'ores et déjà à ce nouveau paradigme? Alors, tout à fait. Maintenant, si je veux être vraiment honnête, on continue d'utiliser encore les cookies tiers tant qu'on le peut. Donc, au travers de nos campagnes, notamment de retargeting et d'audience similaires. Pourquoi? Parce que c'est, à date, les campagnes les plus efficaces en termes de performance. Donc, tant qu'on peut les utiliser, on les utilise. Maintenant, effectivement, on s'engage vers des nouvelles voies. Donc, par exemple, chez Google, avec des campagnes de type Performance Max. Donc c'est un sujet qui est assez difficile à traiter, mais on a quand même pas mal d'espoir, en tout cas, sur notre capacité à rebondir.
Aujourd'hui, on n'a pas toutes les clés parce que tant qu'on a encore cette petite partie de cookies tiers, on reste un petit peu accroché sur ces stratégies un petit peu, alors peut-être un petit peu old school, mais on est en train de s'adapter au travers de tout ce qui a été dit, la mise en place de MMM, d'études d'incrémentalité et un petit peu en mode test and learn. On essaye de voir petit à petit un petit peu comment ça, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Il y avait un annonceur, Guillaume, de chez L'Oréal, qui disait que ça fait une complexité qui s'est durcie dans le métier de l'annonceur. Est-ce que vous l'observez avec des ressources qui n'ont pas forcément augmenté? Est-ce que pour vous, c'est une problématique? Du coup, c'est vrai que le post-cookie tiers, il sera sans doute beaucoup plus compliqué que ne l'était l'époque où on avait le cookie tiers, peut-être. Est-ce que vous observez cette contrainte entre des ressources qui sont les mêmes et un niveau de complexité et temps consacré? Il parlait de près de 30% pour temps homme juste pour mesurer les campagnes retail média. Oui. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est plus uniquement un sujet média, ça devient un sujet déjà juridique, parce que tout ce qu'on met en place, on doit le faire valider, contre-valider par nos DPO, par notre service juridique. Et donc, toutes les solutions qui sont en train de sortir, on ne peut pas forcément les mettre en place à l'instant T. On doit peser le pour et le contre. Donc ça, c'est un premier point. Et ça, en termes de... c'est un élément qui est de plus en plus chronophage et qui fait que on n'adopte pas forcément aussi rapidement qu'on le souhaiterait en fait toutes ces nouvelles méthodes. L'autre point, c'est le côté technique. Ça devient de plus en plus technique à implémenter. Si je prends un exemple, le server-side, c'est des chantiers qui sont longs, qui ne sont pas évidents et qui nécessitent des ressources très spécifiques. Moi, si je regarde un petit peu le profil des gens qui travaillent avec moi, j'ai de plus en plus de profils data engineer, data scientist, ce qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des méthodologies qui nécessitent vraiment des ressources techniques de plus en plus pointues. Donc voilà. Ok. Alors, donc vous avez évoqué l'aspect chronophage. C'est un sujet qui est souvent remonté quand on parle d'une des alternatives potentielles aux cookies tiers. C'est l'ID publicitaire partagé sur le papier. Ça a tous les avantages parce que c'est déterministe. On peut avoir du reach dans le cadre de certaines initiatives. Et en plus, c'est plus cantonné uniquement au web. Ça marche pour tous les environnements. Il y a deux d'entre eux dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'ils auront moins de problèmes de reach. C'est donc Utic, qui est une initiative qui a été lancée par les telcos, et First ID, qui est aussi une autre initiative transverse, mais plutôt cantonnée au web. Utic, on a la chance d'avoir le premier POC qui a été fait en France par 366. Donc vous avez déployé cet ID donc, qui a été co-créé par 4 telcos en Europe et qui en France est déployé par Bouygues, Orange et SFR sur 2 de vos sites. Thibaut, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche, où vous en êtes là-dessus? Grand plaisir. Alors effectivement, peut-être juste pourquoi on le fait Utic, et tu l'as dit, il y a un élément qui est fondamental, c'est que les ID déterministes, ils ont plein d'avantages, ils sont précis, ils sont cross-device. Mais ils avaient tous un petit inconvénient, c'était le manque de reach. Et finalement, avec Utic, on a un peu le monde parfait. Donc c'est-à-dire qu'on a la précision, le cross-device et du scale. Donc ça, c'est quand même hyper important. Parce qu'on utilise la donnée du coup, de connexion de l'utilisateur d'un smartphone ou d'un device à sa box. Ouais, et puis c'est un langage qui est commun entre trois opérateurs, demain 4, donc on a la possibilité d'adresser peut-être 80-90% du web français, donc c'est assez colossal, et tout de suite ça donne une autre dimension aux identifiants déterministes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on l'a vu dans les tables rondes précédentes, mais il y a le marché des acteurs historiques, puis il y a le marché des plateformes. Finalement, participer à un écosystème AdTech, à la construction d'un écosystème AdTech local, européen, avec des règles sur lesquelles c'est peut-être plus facile de discuter qu'avec certaines plateformes, ça fait du sens aussi. Donc ça, c'est les 2 motivations principales pour lesquelles on a souhaité être pionnier dans Utic. Maintenant, nous, où est-ce qu'on en est? Donc aujourd'hui, on l'a plugué sur 2 de nos marques, donc 2 marques du groupe La Dépêche. C'est fonctionnel, et c'est fonctionnel à double titre. C'est d'abord fonctionnel sur l'aspect double consentement. Aujourd'hui, quand vous consentez à Utic, vous avez d'abord notre CMP, et ensuite vous avez une CMP dédiée à Utic. Donc ça fonctionne, ça marche. C'est live depuis mi-septembre. Et l'autre élément qui, à mon sens,
Le plus important, c'est l'opérationnalité technique. Aujourd'hui, ça y est, on passe dans nos appels pré-bid l'identifiant UTIC. Donc on va commencer à parler d'interopérabilité, de compréhension par le langage digital et programmatique. Et là, ça donne de la puissance. S'assurer qu'il est lu par les outils d'achat, notamment les DSP qui sont en bout de chaîne, parce que s'il n'est pas lu par ces outils-là, ce sera une initiative qui n'aura servi à rien. Exactement. Et les 3 effets cumulés dont on a parlé en introduction, qui ont un impact dur quand même sur notre business d'open auction, on espère avec UTIC regagner une partie de la valeur. Donc tout l'enjeu pour nous, il est là. Donc c'est fondamental. Maintenant, si on se projette un petit peu, c'est bien de l'avoir fait sur 2 sites. C'est fonctionnel. L'idée maintenant, c'est de l'élargir à nos 60 marques médias. Donc, on a un peu de travail, mais en tout cas, on est organisé sur Q4 et sur Q1 en 2024 pour l'élargir au maximum de nos marques médias. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'interopérabilité. Pour que ça soit acheté, il faut que ça soit reconnu et lu par les DSP. Alors, il y en a un gros qui est côté UTIC, c'est qu'aujourd'hui, il y a seulement Adform qui est live sur qui est moins utilisé en France. Qui est peu utilisé en France, mais j'imagine, je suis plutôt confiant sur le fait qu'il y aura d'autres DSP à l'avenir. Et puis, nous, on a une stack Google, par exemple, donc on travaille beaucoup avec Google. On a également un enjeu qui est fondamental, c'est de faire quelques devs techniques chez nous, et c'est pas très lourd, pour faire en sorte que, via le PPID, on puisse transférer cette information. À partir du moment où cet ID, il a du scale, de la précision, du cross-device, et il est lu par l'intégralité de la chaîne, ce qui est ressorti sur toutes les précédentes tables rondes, il faut qu'il y ait des solutions qui soient communes. Là, on a un langage commun, en tout cas. Alors justement sur ce langage commun, je voulais en parler avec vous, Laurent, parce que c'est vrai qu'a priori TF1, c'est pas les moins bien lotis dans la disparition des cookies tiers, parce que sur votre nouvelle plateforme de streaming que vous avez dévoilée récemment, c'est vrai qu'on est par définition tous logués, donc vous avez beaucoup de données loguées. Le sujet, me disiez-vous justement, c'est de s'assurer que votre ID il puisse correspondre avec les ID que vont utiliser les acheteurs. Il y aura peut-être UTIC, il y aura peut-être des ID propriétaires, et pour vous c'est un des gros sujets du coup pour que cet identifiant... Ouais, alors on a plusieurs sujets. Alors merci d'avoir rappelé effectivement que compte tenu qu'on a à peu près 24 millions de comptes logués, on n'est pas dans ce problème de cookies. Et pour rebondir sur des choses qui ont été dites avant, on a aussi l'avantage de pouvoir offrir du contextuel. Voilà, donc on est déjà assez armé finalement pour cette affaire de post-cookie. En revanche, on a encore beaucoup d'enjeux, notamment celui d'arriver à réunifier un petit peu en cross-device, puisque vous êtes logué sur l'OTT, aujourd'hui, vous n'êtes pas logué sur l'IPTV, par exemple. Donc là, on a un énorme chantier. Vous avez effectivement entendu les annonces de Rodolphe Belmer avec le lancement de TF1+. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans ce lancement, puisque effectivement, c'est bien de ne pas être effrayé par les cookies, c'est bien d'avoir du contextuel, mais maintenant, pour passer à l'étape supérieure, il faut beaucoup plus de volume, une expérience, on va dire, multi-écran qu'on puisse offrir aux clients. Et ça a été évoqué notamment par Enrico précédemment, tout ce dispositif de data clean room pour pouvoir effectivement onboarder nos data first party avec celle des clients et éventuellement une seconde partie puisqu'on a notamment énormément d'accords retail. Donc, c'est justement Guillaume de chez L'Oréal qui évoquait un des gros enjeux finalement, disait c'est tellement compliqué que nous ce qu'on va regarder c'est l'outcome business, les données sell-out. Typiquement, quand on fait une campagne sur TF1 maintenant, vous avez un accord avec Infinity qui est la régie Intermarché Casino. Et bien, je peux voir l'impact de la campagne sur les ventes grâce à la clé. L'avantage, de toute façon, j'ai la chance de revenir d'une petite expédition en Amérique du Nord où on a rencontré à la fois beaucoup de groupes médias, mais surtout pas mal d'annonceurs et d'agences. Et en fait, s'il y a des mots que j'ai entendus à peu près 25 fois par jour au cours de ces 3 jours, c'est reach, 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 reach et outcomes, outcomes, outcomes. Voilà. Donc, effectivement, c'est... faculté qu'on a maintenant de pouvoir réunifier nos audiences avec cette ID un peu qu'on est en train de fabriquer, que tout le monde a, on n'est pas forcément originaux, ça permet les deux choses. Ça permet effectivement de proposer nos audiences en dédupliqué avec tout leur potentiel de reach
Et ça permet effectivement, notamment quand on onboard une data tiers comme celle d'Infinity ou d'autres, de pouvoir mesurer l'efficacité des campagnes. Et j'étais assez content de voir dans les chiffres qu'a montré Enrico, puisqu'on fait un peu la même chose, même si on n'est pas Amazon, que les résultats sont du même ordre. Les clients avec qui on a fait des mesures avec des ciblages très granulaires depuis MyTF1 en utilisant la donnée d'Infinity, on a vraiment des résultats tout à fait comparables à ce qu'Enrico a montré il y a quelques minutes. Thibaut, vous côté 366, vous avez fatalement un peu moins de données loguées, donc le data sharing, j'imagine que ça va devenir une pratique importante. Vous aidez d'autres partenaires peut-être pour avoir de la donnée, vous faire transiter cette donnée. Vous êtes historiquement équipé d'une DMP qui s'appelle Webo, qui est elle hyper adossée aux cookies tiers. Donc comment est-ce que vous essayez de faire évoluer cette offre-là pour être moins dépendant des cookies tiers? On continue à travailler avec Weborama. Donc Weborama est notre partenaire notamment sur la sémantique. Jusqu'à présent, c'est quelque chose qui va s'arrêter demain. On rentrait dans des logiques de data collaboration pour partager ces segments et envoyer des preuves d'efficacité côté annonceur. Donc ça, on compte aussi sur des identifiants first party, tu en as cité d'autres, qu'on pourrait utiliser pour pouvoir continuer à mesurer demain dans un monde post-cookie tiers. Peut-être juste un mot quand même sur ces initiatives. Pour moi, elles sont complémentaires d'UTIC. UTIC, c'est très universel. La Data Clean Room, c'est beaucoup plus individuel, c'est beaucoup plus one-to-one. Ça coûte un peu d'argent quand même, on va pas se mentir. Donc, il faut trouver des modèles économiques derrière. Et aujourd'hui, quand on est régie, le modèle économique et le ROI, alors nous on n'a pas de ROS, mais on a quand même un ROI de nos investissements technologiques, il n'est pas complètement prouvé. Donc on y va, mais on y va avec parcimonie, avec des annonceurs bien sélectionnés. Donc oui, cette approche, elle est intéressante. C'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, industrialiser aujourd'hui. C'est pas forcément aujourd'hui. industriel, parce que c'est vrai que si on doit faire une mesure avec Infinity, une mesure avec Carrefour, une mesure avec Auchan, c'est vrai que ça rend le bilan un peu fastidieux, quoi. Il y a un contrat avec chaque annonceur aussi, Voilà. donc ça devient là en termes de temps homme, c'est un peu complexe. Donc oui, il faut y aller, mais voilà, avec parcimonie. Une question pour vous, Thierry. L'une des actus de votre groupe, c'est le gain du budget showroom privé que vous allez accompagner dans l'optimisation de ces investissements marketing grâce à ce qu'on appelle le MMM, dont on a un peu parlé ce matin en filigrane. Peut-être rappeler à l'audience déjà ce qu'est le MMM. Tout le monde n'est pas forcément au courant, parce que là, on est clairement dans la vieille recette qui a un nouvel essor avec la disparition des cookies tiers. Bonjour à tous, merci en tout cas de l'invitation. Alors, je suis ravi en tout cas d'être à cette table ronde, et puis j'ai plutôt le sourire parce que effectivement le cookie-less pour moi donne des opportunités qu'on n'avait plus jusque-là depuis longtemps, puisque ça permet aujourd'hui de pouvoir mettre sur un même pied d'égalité l'ensemble des leviers de communication, que ce soit des leviers digitaux, que ce soit des leviers offline, que ce soit des leviers de relations publiques, que ce soit l'ensemble des moyens qui permettent à un moment donné à une marque de pouvoir avoir un contact avec un consommateur. Et ça le met sur un pied d'égalité sans avoir à intégrer le fait qu'un média ou un levier de communication soit mieux mesuré qu'un autre. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans un projet de MMM, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe, c'est déjà de travailler sur un historique, entre 2 et 3 ans, d'avoir une donnée suffisamment granulaire qui permet de voir les variations de l'ensemble des variables. Donc on intègre quoi dans un MMM? On intègre les données de nos clients. Donc dans 80%, on intègre des données business, des ventes, du chiffre d'affaires, des immatriculations, des commandes, des litres d'essence, des produits vendus. On peut intégrer également des KPI de marque, de la considération, de l'engagement. Et puis on intègre également, ce qu'on voyait tout à l'heure dans la table ronde précédente, potentiellement également des émissions carbone, puisqu'en fait, on n'est pas uniquement sur des logiques de business immédiat, mais on peut intégrer d'autres KPI. Et donc on va mettre l'ensemble de ces variables dans une grosse base de données à égalité avec l'ensemble des données médias, et on va isoler les effets de chacune de ces variables sur le business incrémental, ou sur le point de considération incrémental, ou sur le point de considération incrémental lié à du bilan carbone. Donc ça veut dire qu'effectivement, on arrive
de cette manière-là à pouvoir isoler, quantifier les effets de chacun de ces leviers pris au même, on va dire, avec le même niveau d'appréhension. À un moment donné, on sera capable de dire effectivement que 3 degrés en météo, eh bien, c'est supérieur à une communication sur tel ou tel support. Donc, on intègre effectivement... Comment est-ce qu'on isole et qu'on quantifie concrètement ? Alors en fait, on travaille sur des données historisées. On va modéliser l'ensemble de ces variables une à une et on va avoir globalement 3 gros blocs. Vous avez la baseline de la marque qui est globalement ce qu'elle a dans son plus profond, c'est-à-dire c'est votre capital, c'est l'expérience du consommateur, c'est vos points de vente, c'est ce qui constitue effectivement le socle. Vous allez avoir tous les effets marketing, les effets promotionnels, les effets de pricing, les effets d'inflation qui vont constituer un deuxième pilier. Et puis, vous avez tout ce qui va être lié à l'impact des médias et des leviers de communication qui va venir en incrémental. Et donc, on est capable de quantifier l'ensemble de ces leviers avec la granularité la plus forte. Un support, un grand support télé versus un YouTube versus TF1 versus Deco, voilà, versus Snapchat. On va être capable effectivement sur chacun de ces leviers de pouvoir quantifier leur part d'incrémental, leur part de contribution et puis leur retour sur investissement et voir dans quelle mesure on peut optimiser l'ensemble de ces dispositifs. Laurent, allez-y, vous voulez rebondir ? Pour être assez fortement consommateur de ce genre de dispositif, et d'ailleurs les clients aussi, et je ne suis pas sûr que ce soit lié à la fin des cookies, hein, parce que pareil, là j'ai entendu beaucoup MMM, on a dit ce que ça voulait dire au fait ? On n'a même pas dit ce que ça voulait dire, Marketing Modeling Mix. Donc l'avantage de ces dispositifs, c'est qu'effectivement, outre ce qu'a dit Thierry, ils permettent de mesurer aussi l'efficacité dans le temps, parce que bien souvent, j'entendais notamment Jean sur la performance. La performance, aujourd'hui, quand on dit média de performance, ça veut dire média de performance à court terme, en fait, bien souvent. Et il y a beaucoup de médias, c'est le cas de la télévision, mais de beaucoup d'autres, hein, dont l'efficacité, elle se distribue sur une beaucoup plus longue période. On avait fait des tas d'analyses avec le SNPTV et Kimetrix notamment, mais on en a aussi fait avec Thierry, qui montrent qu'en fait, l'efficacité de la télévision, c'est ce que je connais le mieux, elle se distribue 50% immédiatement, 50% dans une période qui peut aller de 6 mois à 18 mois. Donc c'est un gros avantage de ces dispositifs. Deuxième avantage, il permet aussi de mesurer les synergies. Puisque, bien entendu, je vais prendre l'exemple le plus évident, hein, quand vous avez une campagne télé, vos mots-clés marchent mieux, en fait. Hein. Je pense que je ne serai pas contredit par mon camarade. Donc, ça aussi, c'est très important, parce que bien souvent, certains, pas tous, hein, certaines de ces plateformes s'attribuent une efficacité qu'en fait, d'autres ont contribué à générer. Donc, ça aussi, je trouve que c'est un fort avantage de ces dispositifs. Néanmoins, ils ont un inconvénient, c'est long, c'est lourd, ça demande de la ressource, c'est cher en fait. Voilà, ça c'est pas très maniable en fait. Voilà, hein, moi j'attends le miracle du MMM presse-bouton où on n'en a pas pour 6 mois, où ça coûte pas une fortune et où il faut pas beaucoup de staff très spécialisé pour pouvoir ne serait-ce que transférer les bonnes datas, s'assurer qu'elles soient pures, etc. C'est quand même assez compliqué et lourd. Alors ça, c'est le MMM peut-être il y a 5 ans. J'ai l'impression qu'on va un peu plus vers un nouveau usage où il est quand même plus actionnable, plateformisé. Vous avez une plateforme. Enfin, je vous laisse répondre là-dessus, Thierry, mais j'ai l'impression que le MMM devient un peu plus flexible, souple. Le ticket d'entrée, il reste quand même important, mais il a besoin de données, mais quand même. Alors, oui, le MMM, on va dire qu'il y a un travail de base. Au début, c'est la constitution du premier niveau d'historique. Ça, aujourd'hui, effectivement, on doit passer par là. Donc, ça nécessite un peu de temps, notamment au niveau des équipes de l'annonceur et des partenaires médias. Mais par contre, une fois qu'on a commencé à travailler de cette manière, aujourd'hui, il existe effectivement des techniques qui permettent d'automatiser au maximum l'ensemble des flux, que ce soit chez les annonceurs, que ce soit aussi auprès des partenaires médias. Je prends l'exemple de Google, dans lequel effectivement on arrive aujourd'hui à pouvoir optimiser de manière extrêmement forte et d'intégrer de manière extrêmement rapide l'ensemble des données, qui fait que quand on met à jour aujourd'hui des MMM, on peut mettre à jour des MMM à la semaine, on peut mettre à jour des MMM au mois, on peut même mettre à jour des MMM au trimestre. Là où auparavant, on était sur des données, des périodes de 6 mois minimum pour pouvoir mettre à jour les choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus régulier.
Quant au coût, on peut travailler sur un MMM à partir de 15 000 €. Et puis, effectivement, ça peut monter à plus de 500 000. Donc, effectivement, c'est un peu comme Tintin de 7 à 77 ans. Ici, c'est de 15 à 500 000 €. Le plancher, il a bien baissé. C'est vrai que moi, j'avais plutôt 70 80 000 rien que pour les frais de setup. Maintenant, à 15 000 €, on peut... 15 000 €, un modèle niche, simple. Juste sur du média, voilà, peut-être. Exactement, c'est ça. Et puis, dernier point, et après je vous relaisse la parole, les MMM nouvelle génération, elles intègrent aussi toutes les autres formes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire les tests d'incrémentalité, parce qu'il y a des contraintes dans les MMM. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous faites des leviers de communication réguliers, sans grosse fluctuation d'une période à l'autre, eh bien c'est compliqué effectivement de pouvoir isoler ces effets. Eh bien les tests d'incrémentalité nous permettent effectivement d'aller isoler l'ensemble de ce volume au sein des baselines. Donc en fait, on vient aussi intégrer les nouvelles techniques qui permettent justement d'être beaucoup plus fiables et de mesurer ces leviers. Même dispositif sur les nouveaux produits. Parce qu'un MMM, quand il n'y a pas d'historique, on ne peut pas travailler de manière classique pour aller voir dans quelle mesure un levier a une influence sur le business. Donc on intègre effectivement également ce type d'approche pour pouvoir mesurer les effets sur les nouveaux produits. Maxime, en fait, ce qui sous-tend tout ça, c'est un peu peut-être l'attribution qui est au quotidien facile à mettre en place et le MMM qui est plus sur un temps long. C'est quoi votre vision, vous, chez Google, sur l'évolution de la mesure avec ces deux outils qui sont complémentaires? Est-ce que le MMM peut se substituer complètement à de l'attribution? Comment est-ce que vous êtes positionné là-dessus? Alors, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Donc, il y a vraiment une évolution vers des MMM qui sont de plus en plus faciles à mettre en place parce que c'est un complément essentiel à l'attribution extrêmement déterministe et temps réel qu'on a l'habitude de connaître. Il y a effectivement les tests d'incrémentalité, je pense qu'il ne faut pas les oublier, qui sont le troisième pied du triptyque. Donc, il y a ces trois choses-là. Peut-être quand on se parle d'attribution, encore une fois, nous, notre conviction chez Google, c'est qu'elle va rester parce qu'il y a encore une énorme part déterministe dans les données qui sont fournies. L'immense majorité de nos annonceurs communiquent en gros sur les volumes de conversion qu'ils ont en ligne en temps réel, ce qui alimente les modèles d'attribution de manière parfaitement déterministe. Maintenant, tout ce qui n'est pas observable dans ces modèles d'attribution, ça crée des gaps d'observabilité et on compense ça par les tests d'incrémentalité d'une part et les MMM d'autre part qui servent en gros à calibrer. Mais de mon point de vue, les MMM n'ont pas vocation à remplacer l'optimisation temps réel des campagnes. Ils servent plutôt à prendre des décisions stratégiques d'allocation budgétaire des budgets médias une fois de temps en temps à une fréquence qui a vocation à augmenter, pour rebondir sur ce qui a été dit. Aurore, je crois que vous êtes aussi aligné là-dessus, c'est que la mesure, ça va un peu devenir un millefeuille de dispositifs selon les environnements, que ça va être à la charge des annonceurs et des agences de réconcilier tout ça, d'être multitask et d'être capable d'opérer tous ces outils. Exactement, je pense qu'on le voit bien, on a différents outils aujourd'hui qui existent. Le rôle de l'agence, en fait, et c'est ça qui change, c'est que par rapport à à ce paysage de mesures qui est aujourd'hui très complet, on peut le voir en millefeuille, mais il est quelque part très complet, c'est de réussir du coup à ranger un petit peu la chambre et à positionner chacune des mesures en fonction de quelles réponses elles peuvent apporter et quelles valeurs. Est-ce qu'on est sur une réponse de court terme pour un usage plutôt tactique finalement des outputs? Est-ce qu'on est sur une vision un peu plus stratégique? Un MMM, je pense, a cette vocation. De l'incrémentalité, on va plus être un usage à la campagne pour une optimisation d'une audience, d'une création. Donc ça, je pense que c'est vraiment le rôle de l'agence, voilà, de replanifier et de restratégiser finalement toute cette mesure qui est en réponse et en miroir par rapport au paysage média qui est fragmenté aujourd'hui. Cette mesure, donc, elle devient de plus en plus probabiliste aussi sur tous les signaux conversion qu'on n'a pas pu observer. Du coup, c'est quoi les outils dont vous disposez pour challenger vos partenaires quand ils vous envoient des dashboarding avec telle conversion probabilisée? On voit l'exemple d'Amazon. C'est vrai que quand on utilise le MMM d'Amazon, c'est un MMM qui est utilisé par le vendeur pour revendiquer des ventes. Et aujourd'hui, c'est un peu la même question aussi pour tous les signaux probabilistes qui sont remontés par Google, qui est quand même un gros vendeur d'inventaire. Est-ce qu'aujourd'hui, une agence, elle peut challenger les reportings qui lui sont envoyés en disant est-ce que j'ai moyen de m'assurer que c'est vrai ce que tu me dis, pour parler trivialement? Alors, l'agence, elle peut bien sûr challenger, et ça, je pense que c'est son rôle d'accompagner les annonceurs. Guillaume, tout à l'heure, le disait, le temps potentiellement va un petit peu manquer, ou l'expertise parfois, pour bien comprendre ces méthodologies. Donc ça, c'est complètement le rôle de l'agence, en fait, aller décortiquer. J'ai une campagne, j'ai un objectif marketing, un objectif média. Derrière, quel est mon KPI, comment je le mesure, avec quelle méthodologie? Et d'aller creuser derrière comment on travaille. On a plusieurs approches aujourd'hui qui existent. On va voir toutes les approches finalement déterministes, basées sur la réconciliation. Et bien sûr, il y en a encore avec de la first party annonceur, de la seconde partie
dans des cas un petit peu de data sharing, comme tu évoquais, Laurent. Mais il y a aussi toute la mesure probabilisée, où on va travailler sur de l'échantillon qui soit people-based, donc comme on a, je dirais, l'habitude de le travailler en institut de sondage, ou également geo-based, comme on travaille avec Google, par exemple, sur du GeoLift. Et donc le rôle de l'agence, c'est de s'assurer comment, par exemple, sur 2 zones géographiques, comment on les a définies, est-ce qu'elles sont bien correctement appareillées, avec quelles variables, pour s'assurer qu'on est sur une mesure pure et parfaite, entre guillemets. Du coup, Maxime, même question un peu pour vous. C'est vrai que Google est souvent observé de près et critiqué parfois pour son opacité, etc. J'imagine qu'un de vos enjeux aussi, à mesure que ces signaux probabilistes vont augmenter, c'est de faire preuve de transparence, faire preuve de bonne foi. Comment est-ce que vous essayez aussi de montrer patte blanche en fait, aux acheteurs ? Donc, je pense qu'effectivement, ce qui a été dit, c'est que de plus en plus, on s'appuie sur ce triptyque. Et donc, dans le triptyque, il y a des manières de faire qui sont hors cookie tiers et qui permettent de challenger les modèles d'attribution sur lesquels la modélisation se passe, donc notamment les MMM, notamment les tests d'incrémentalité. Donc ça, c'est un gage en fait qui permet de challenger le modèle qui est fourni, en l'occurrence par Google, mais probablement par d'autres également. Et puis au sein même des modèles d'attribution, il y a une énorme partie qui est déterministe, j'ai déjà dit, first party data. Et lorsqu'il y a de la modélisation, peut-être 2 commentaires. Donc sur la modélisation, d'une part, ce sont des modélisations de plus en plus avancées et sophistiquées. Donc pour vous donner une idée, par exemple, tout ce qui est la modélisation des conversions lorsque l'utilisateur n'a pas consenti au titre du RGPD, on s'est aperçu qu'en fait la probabilité de conversion d'un utilisateur qui n'a pas consenti au RGPD est à peu près 2 à 5 fois plus basse qu'un utilisateur qui consent au RGPD. Ça, c'est pris en compte dans les modèles et c'est vraiment très important. Donc il y a une sorte de fiabilité des modèles, il faut qu'ils soient sophistiqués. Et la deuxième chose, je pense que j'arguerais que les modèles d'attribution vont de plus en plus vers des modèles mathématisés, donc on appelle ça en jargon barbare les DDA, Data Driven Attribution, mais donc qui laissent moins de place, je pense, à des biais, des hypothèses. Donc il y a vraiment à la fois... Ça dépend comment l'algo de Data Attribution est tourné, s'il peut être biaisé lui-même. Bien sûr, mais c'est fondé sur des données et non pas sur des hypothèses a priori. Une question pour vous, François, peut-être. Du coup, c'est vrai qu'on a évoqué l'attribution, c'est un des chantiers que vous avez en cours, j'imagine. La dimension probabiliste, elle vous inquiète? Vous êtes vigilant là-dessus? Alors, tout à fait. On parle beaucoup de data clean room, seconde party data, de first party data. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec la fin des cookies tiers, donc moins de capping, pression publicitaire supplémentaire, ce qu'on constate, c'est que nos taux d'opt-in baissent et du coup, il y a une érosion aussi de cette first party data. Et là où il faut être vigilant, c'est qu'à un moment donné, le côté probabiliste, c'est bien d'extrapoler, hein, mais il faut qu'il y ait toujours cette significativité. Autrement, en fait, on commence à dire tout et n'importe quoi et à prendre les mauvaises décisions. Parce qu'en fait, derrière tout ça, c'est des prises de décision, c'est du temps, c'est des ressources. Comme le disait tout à l'heure notre confrère de L'Oréal, c'est beaucoup de ressources. Où se trouve le ROI derrière tout ça? C'est des questions qu'on se pose. Et à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on opère des arbitrages, qu'on prenne aussi des risques. Et donc le probabiliste, c'est bien dans une certaine mesure, mais attention, au bout d'un moment, si on reste sur ce modèle, on risque un petit peu, le serpent risque de se mordre un petit peu la queue, quoi. Donc il faut peut-être, ce que vous me disiez en préparant, changer les chakras peut-être là-dessus, un peu revoir notre manière d'opérer? Plutôt que d'essayer à tout prix de répliquer un système qui arrive peut-être à bout de course parce que certains signaux sont plus là. Alors, je pense que ne faut pas rejeter forcément un système et le remplacer du jour au lendemain par l'autre, mais je pense que c'est important de réfléchir à de nouvelles voies, des nouvelles méthodes. On parlait de MMM, on voit que le MMM d'aujourd'hui n'est plus le même MMM qu'hier. C'est ce qui vient d'être dit avec notamment le développement de plateformes et aussi des MMM qui sont plus simples à mettre en place, notamment avec des modèles comme Lightway ou Robin. Donc,
il y a des évolutions qui vont vers le positif. Et moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut aussi peut-être changer un petit peu notre mindset. On a vu tout à l'heure une super table ronde autour de voilà, le côté un peu sustainability, éco-responsable. Alors moi, je suis convaincu. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé tout à l'heure. C'est qu'il a été dit, en fait, grosso modo, que c'était un mal nécessaire. En fait, c'est pas que des arguments comme ça que vous allez convaincre des annonceurs. Je préfère vous le dire. La sustainability, un mal nécessaire, c'est ça? C'est ça qui vous a dérangé? C'est ça. Moi, de mon côté, de ce que je vois des tests que je suis en train de mener dans mes équipes, en fait, tout le travail autour de l'empreinte carbone, c'est vertueux, bien sûr, pour l'environnement, la planète, mais c'est vertueux aussi pour nous. Et en termes de performance, eh ben moi, j'arrive à trouver des gains de performance. Et ce n'est pas juste quelque chose en moins. Et si on pense bien les choses, eh ben on arrive à trouver vraiment une nouvelle forme d'efficacité qui peut aussi se baser sur un nouveau mindset. Oui. Peut-être une question pour vous, Thierry. Pour revenir... vous vouliez rebondir, Laurent, peut-être là-dessus? Je voulais juste rebondir sur la question. Déjà, les taux d'opt-in, c'est vrai que ça peut être un sujet, mais quand on a vraiment une offre attractive pour les consommateurs, en fait, c'est pas un sujet. Nous, on n'a aucune baisse de nos taux d'opt-in, en fait. Et par rapport à la rentabilité des choses, c'est vraiment un point, parce que certains d'entre vous ont dû le faire comme on l'a fait il y a 4 ou 5 ans. On a commencé à approcher les clients avec ce genre de démarche. Il n'y avait pas les cleaning rooms, etc. Les clients étaient très, très excités. Et puis, finalement, la montagne accouchait d'une petite souris. Donc, en fait, pour que ça ait une rentabilité, il faut absolument des gros volumes. En fait, la clé, elle est là, et c'est ce qu'on essaye de construire avec le lancement qui a été annoncé hier. C'est vraiment des gros volumes, une adressabilité at scale, parce que les groupes comme le nôtre, on a un très très gros reach encore, même si les audiences de la télé baissent un petit peu. Je rappelle quand même que 90% des Français sont touchés par la télé toutes les semaines. Donc, c'est pas le problème essentiel qu'on a. Le problème essentiel qu'on a et auquel on est en train de s'affronter là maintenant, c'est d'arriver à créer cette adressabilité at scale. Parce que l'adressabilité, c'est formidable, mais si on n'a pas vraiment des très gros volumes, en fait, la rentabilité, comme ça a été dit, ne serait-ce que par toutes les ressources nécessaires et le temps qu'on passe pour le traiter, en fait, il vaut mieux faire une campagne pas adressée sur un grand média, en fait. Ouais, mais c'est là où on peut être inquiet, l'adressabilité à scale pour les petits annonceurs qui vendent pas forcément beaucoup, qui ont un tout petit B2C, et les petits éditeurs qui ont un reach qui est certes important, mais qui est at scale. Tout le monde n'a pas 25 millions, parce que malheureusement, si on raisonne comme ça va être pour les GAFA, ça va être pour TF1, pour M6, et je pense que le sujet aussi, c'est peut-être d'essayer de trouver une alternative pour toute la moyenne et longue traîne. J'imagine que c'est un enjeu aussi, vous, Aurore, parce qu'effectivement, les gros annonceurs et les gros éditeurs, ils sont bien lotis. Le sujet, c'est tous les autres. Exactement. Et c'est là où je pense que l'agence média a un rôle qui est central. Alors, je prêche un peu pour ma chapelle, mais c'est de se dire par rapport à chacun de nos annonceurs, par rapport en fait à la connaissance de leur stratégie média, mais aussi à leur outillage à Tech Martech. Est-ce qu'ils sont équipés d'une data clean room? Est-ce que c'est quelque chose qui est un investissement envisageable en fait par rapport à leur budget média? Est-ce qu'ils ont potentiellement accès à une donnée seconde partie ou first party? C'est là où l'agence doit accompagner dans la définition et l'identification des protocoles de mesure qui sont intéressants pour l'annonceur. Et à nouveau, je pense que quand on a une campagne qui vaut plusieurs millions d'euros, on a de la latitude pour la mesurer. Quand on est sur des investissements plus réduits, on ne peut pas proposer une data clean room, de regarder par exemple de l'efficacité sur les ventes. C'est trop cher, c'est démesuré, ça ne va pas. Et c'est le rôle de l'agence, du coup, de conseiller et d'accompagner l'annonceur là-dessus. On approche du terme, peut-être une dernière question pour vous, Thierry. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux mesurer aussi bien qu'on le faisait par le passé, mais en y consacrant beaucoup plus de temps parce que c'est plus complexe et donc en augmentant le coût des campagnes, ou peut-être se dire qu'en fait, on va mesurer un petit peu moins bien, mais on restera rentable? C'est quoi le message que vous avez envie de passer aux annonceurs là-dessus? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique où, à un moment donné, il faut mieux être
en tout cas récurrent, pouvoir avoir une mesure plus régulière, pouvoir à un moment donné arbitrer différemment au fil de l'eau, plutôt que d'avoir des grosses études une fois par an qui à un moment donné donnent des enseignements, mais qui derrière ne seront pas suffisamment opérationnels. Et donc effectivement, plutôt de l'avoir de cette façon-là. Je rajouterais aussi que ces nouveaux types de mesures permettent aussi, encore une fois, dans une logique de justice, le mot justice revient beaucoup dans ma bouche, c'est de pouvoir aussi avoir autour de la table, au moment de la présentation des résultats, l'ensemble des partenaires de l'annonceur, son client, l'ensemble de ses services, mais également évidemment l'agence média qui est clé, l'agence créa, l'agence RP, les partenaires médias, puisqu'on utilise aussi tous ces résultats à un moment donné pour améliorer en tout cas les conditions de performance aussi auprès des partenaires médias. Donc ça permet effectivement d'être un peu le confluent entre l'ensemble des partenaires stratégiques de nos clients. C'est ça qui fait la beauté, mais c'est ça qui fait aussi la complexité. Parce qu'il faut mettre tout le monde à boucle, faire en sorte que l'agence média elle accepte de remonter les données. C'est toujours un peu compliqué. Oh, c'est pas compliqué, c'est un chemin en tout cas qu'on fait à la fois avec les propres agences des groupes, mais on travaille aussi bien avec d'autres agences, quelles qu'elles soient. Donc l'idée effectivement c'est d'être le partenaire stratégique de nos annonceurs. Et c'est un point clé aussi, parce que l'agence média, sur la qualité de l'output d'une modélisation, sur la collecte, la granularité, l'exhaustivité de la donnée, sans l'agence, je pense que c'est plus qu'un cas sur la mesure. Et on travaille aussi très bien aussi avec les équipes de publicistes. Donc. On va terminer sur ce beau message d'espoir. Merci beaucoup. D'amour, ouais. Merci beaucoup à tous.